Allez. Et bonsoir Didier. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous et à Bonsoir toutes. tout le monde. Ouais, bonsoir à toutes et tous et bienvenue. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous captez bien, s'il vous plaît, avec un petit message dans le chat? Alors, eh bien, il y a Chantal, il y a Daniel, il y a Marie-Paul, Lydie, Rosa, Élie, Evelyne, Marie, Serge. Ok, 5 sur 5. Merci Evelyne. Donc bonsoir à vous toutes et tous. Bonsoir aussi à toutes les personnes qui sont présentes et qui ne se sont pas manifestées dans le chat. Bonsoir aux personnes qui nous rejoindront et qui verront en replay. Donc ce soir, nous sommes avec Didier Pénissard sur le thème comment faire le calme en soi, même dans la période actuelle. Parce que oui, c'est possible. Donc nous allons voir les outils de notre esprit pour puiser à la source du calme. On va voir comment maîtriser son mental, même lorsque les pensées s'agitent dans notre esprit. Une technique de méditation flash qui tranquillise l'esprit en moins de 5 minutes, ça c'est vraiment chouette. Et le secret des maîtres de la recherche intérieure pour maîtriser le pouvoir du calme puissance. Voilà, donc plein de belles choses pour nous aider à traverser ce que nous traversons actuellement. Donc Didier, vous êtes formateur, auteur et conférencier en développement personnel et c'est une joie de vous accueillir ce soir. Merci. Donc ici, vous êtes au sein de la communauté de l'abondance qui a pour mission de partager, de permettre à celles et ceux qui le souhaitent de partager ce qu'ils ont envie de partager et puis à toutes et tous de pouvoir se réaliser à la fois matériellement et spirituellement parlant. Et évidemment, aujourd'hui, avec l'expérience nous vivons, eh bien, la communauté et ses intervenants, surtout ses intervenants, hein, parce que moi, je laisse vraiment la porte ouverte à chacun, à chacune, ont envie vraiment de vous accompagner depuis le cœur. Et c'est pour ça qu'on a changé la thématique ce soir de Didier pour répondre aux besoins présents. Voilà. Voilà. Et je suis Caroline Aubert, donc la fondatrice de tout cela, et pour vous servir. Et bienvenue. Alors, Didier, avant de commencer, on va peut-être faire un moment de centrage, Hmm. permettre à chacun de pouvoir être pleinement dans l'instant présent et pouvoir suivre la rencontre de ce soir au meilleur niveau de soi. Voilà, donc vous prenez ce moment pour vous, vous mettez les enfants, je sais pas où, vous mettez les maris, les femmes à côté de vous d'ailleurs aussi, ça peut être pas mal, même les enfants après tout. Voilà, installez-vous bien, prenez de quoi boire. Faites attention aussi à la bonne passante, d'autant plus qu'il y a quand même beaucoup de monde sur Internet en ce moment, donc peut-être couper toutes les applications C'est mieux. qui prennent de la bande passante pour votre Oui. confort, mais aussi pour le confort des autres qui utilisent Internet. Et je vous invite simplement à fermer les yeux, à prendre conscience des supports, du support sur lequel vous êtes, canapé, le lit, une chaise, pourquoi pas même le sol aussi pour certains peut-être. Voilà, et apportez votre attention sur vos pieds. Vos pieds qui sont bien placés sur le sol. Et s'ils ne sont pas à même le sol, simplement en conscience les relier au sol. Et vous pouvez ressentir l'énergie qui vient de la terre-mère et qui rentre par vos pieds, qui monte par vos mollets en vous apportant tout ce dont vous avez besoin, la force, le calme, la tranquillité, qui continue de monter par vos cuisses, votre bassin, votre torse, votre cou, votre tête, et à venir jusqu'au-dessus de votre tête. Et là, vous pouvez ressentir comme si on vous tirait par une mèche de cheveux, ce qui vous permet de vous sentir grandir dans votre présence ici et maintenant. Et dans cette conscience, je vous invite simplement à laisser de côté tout ce qui s'est passé aujourd'hui, tout ce qui se passera après, tous vos problèmes, tout ça, vous laissez de côté pour simplement rentrer dans cet espace, dans cet instant présent, pleinement en conscience et être prêt à recevoir ce qui est juste et bon pour vous. Et à déposer, à laisser passer ce qui ne vous parle pas. Et on va ressentir les énergies du ciel vert qui descendent à travers votre tête,
votre cou, votre torse, votre bassin, vos cuisses, vos mollets et vos pieds, et qui rejoignent les énergies de la terre-mère pour ensemble remonter jusqu'à l'intérieur de votre cœur. Je vous invite simplement à porter votre conscience au niveau de votre cœur, à sentir comme il s'ouvre, à ressentir des énergies de paix, de guérison et d'amour pour vous, mais vous pouvez aussi les offrir autour de vous et au monde dans sa globalité. À prendre une grande inspiration en gonflant le ventre. Et sur l'expire, on ouvre les yeux pour retrouver avec joie notre cher Didier, ici présent, qui va nous emmener dans une belle rencontre pour ce soir. Merci Didier. Merci pour la petite séance de préparation qui nous met dans un état d'apaisement et de tranquillité pour bien démarrer. Alors oui, effectivement, on a changé de sujet parce qu'il faut s'adapter à l'actualité et celle-ci est quand même pas une petite. Et donc, nous allons aborder la question de conserver, de pouvoir produire et de conserver un état de sérénité, de calme intérieur dans la situation présente, mais aussi dans la vie en général, car le calme est associé à ce que j'appelle, moi, le calme puissance. Alors, qu'est-ce que c'est que le calme puissance? Eh bien, le calme n'est pas du tout l'image de quelque chose qui pourrait être vide, une coquille vide, mais au contraire, c'est une coquille pleine. Pleine de quoi? Eh bien, d'énergie. Et nous allons voir un petit peu comment tout ça se conjugue et que c'est en fait un état absolument naturel. Alors, pour vous permettre de bien synthétiser votre pensée, j'ai préparé un petit PowerPoint que Caroline va nous défiler et j'aimerais, voilà. Alors, le premier donc, puisque le thème de cette conférence, enfin de cette petite causerie, c'est comment faire le calme en soi, je vais vous donner quelques outils et puis surtout d'abord d'essayer de faire comprendre ce qu'est le calme, parce que si on essaie de travailler sur ces outils sans savoir ce qu'il y a derrière, eh bien, ce serait, à mon avis, une chimère. Parce que, en fait, notre monde dans lequel nous évoluons a tendance à nous faire oublier ce qu'est cette chose fondamentale qu'est le calme intérieur. On ne sait plus ce que c'est, on n'arrive plus à le percevoir, on ne sait pas d'ailleurs quels sont ses effets, on a oublié parce qu'on ne nous l'enseigne plus, et la conséquence, c'est que lorsque l'on veut le refaire en soi-même, lorsqu'on veut le reproduire, eh bien, on est perdu. On ne sait plus trop comment faire et notre conscience reste agitée. Puis on va passer à la seconde diapositive. Alors, la notion de calme et d'activité mentale. Alors, c'est quelque chose qui est étroitement lié. C'est-à-dire que le calme, en quelque sorte, c'est, si on essaie de le définir, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu es calme? Il va vous répondre oui ou non. Mais si vous lui demandez en quoi tu te sens calme, quels sont les critères qui font que tu te sens calme ou au contraire agité, il va vous répondre, bah, c'est mon esprit. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous dire c'est mon corps qui est agité, c'est pas mon corps qui fait des mouvements, c'est pas peut-être pas le monde extérieur qui bouge autour de lui. Non, il va dire ce qui me met dans la case des gens en situation de calme ou en situation d'agitation, c'est mon activité mentale. Donc, on a une clé. On sait que le calme ou l'état d'agitation sont étroitement liés, étroitement associés au fait que notre activité mentale soit est en mouvement, soit est dans un état qui est, alors c'est pas un état de calme où on pourrait dire une sorte d'encéphalogramme plat de notre cerveau, loin de là, parce que ça voudrait dire qu'on serait mort, mais c'est un état où l'esprit
a pris le contrôle sur certains paramètres, et notamment la pensée. Donc, ces deux éléments, calme et activité mentale, sont étroitement liés. Si on veut agir sur le calme, eh ben, il faut agir sur l'activité mentale. Mais on verra quand même, et là je parle sous le contrôle de Caroline qui fait du yoga, que le corps aussi, s'il est travaillé, s'il y a quelque chose qui est un travail qui est fait, on peut agir sur l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, mais sans entrer dans un exercice de yoga, comment dire, très technique, je vous donnerai simplement un principe sur le corps, mais plus tard. Bien, on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, comme je vous ai dit, il est important de savoir qu'est-ce que c'est que le calme et comment ça fonctionne. J'aimerais vous prendre une métaphore pour que vous puissiez comprendre que l'esprit, la conscience, est en quelque sorte baigne dans un état de calme presque permanent. La conscience profonde. Au fond de nous-mêmes, il y a plusieurs zones, il y a plusieurs strates, il y a plusieurs échelles, niveaux, appelez ça comme vous voulez. Et ces niveaux font que plus on est en surface et plus l'agitation existe. Et plus on va en profondeur et plus le calme est naturel, c'est-à-dire que c'est un état d'être. Maintenant, je dirais que ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire que l'être humain, dans sa conscience, est fondamentalement orienté à vivre dans un état de calme. Et je vais vous le prouver. Si vous faites une sorte d'introspection de votre vie dans une journée, et que vous faites en fait le ratio des états de moments de calme dans votre conscience avec le ratio des moments d'agitation, eh bien vous verrez que le calme l'emporte toujours. C'est-à-dire que même si, par exemple, vous avez été très agacé, très énervé, très perturbé par une journée qui a été, comme on en vit tous, hein, moi-même, je fais partie de ces gens qui, de temps en temps, vivent des journées pas simples. Mais il n'empêche que à un moment ou à un autre, même sans rien faire, même sans, je dirais, le vouloir, c'est-à-dire en se disant tiens, je vais me calmer, non, spontanément, les choses se mettent à redevenir calmes, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est donc ce qui démontre que le calme de l'esprit est dans le socle même de la conscience. Et pourquoi je veux prendre une métaphore? Parce que la métaphore parle. Les Chinois disent souvent qu'une image vaut 1000 mots. Eh bien, cette image, je vais essayer d'utiliser comme celle, par exemple, où vous alliez, sans doute dans votre jeunesse, de vous promener au bord de l'eau. Alors, ça peut être, par exemple, une rivière, ou un lac, ou un étang, enfin, peu importe. Et puis, vous preniez un morceau de bois. Et avec ce morceau de bois, vous racliez le fond de l'eau. Et qu'est-ce que vous constatiez au bout de quelques instants, au bout de quelques secondes, voire même quelques minutes? Eh bien, l'eau se troublait. Elle devenait en quelque sorte mélangée aux sédiments. Et ça devient extrêmement trouble. Vous avez tous fait cette expérience. Alors, le trouble, enfin, c'est-à-dire les sédiments qui se sont mélangés à l'eau, eh bien, c'est le symbolique de la pensée agitée, une conscience qui est constamment dans l'agitation et donc dans l'énervement, l'agacement, dans un esprit agité. Voilà. Mais vous avez sans doute remarqué aussi que, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, que vous ayez l'idée de remuer ce fond de l'eau en permanence, à un moment ou à un autre, dès que vous allez arrêter, vous allez voir que les sédiments vont se redéposer naturellement au fond de l'eau. C'est comme ça. C'est la loi de l'attraction terrestre, la loi de la gravité qui engendre ça. Mais il n'empêche que quelques minutes après, et si vous revenez vraiment 10, 15, 20 minutes après avoir fait ça, l'eau, même si elle était sans mouvement, parce que c'était un lac, vous remarquez que l'eau est redevenue pure. Donc,
En d'autres termes, les sédiments, c'est-à-dire l'agitation dans votre esprit, se redéposent toujours. Et donc, quoi qu'il arrive, l'eau redevient toujours translucide parce que les sédiments n'ont pas, même quand vous avez arrêté de les remuer, ils se redéposent au fond. Eh bien, cette métaphore correspond en quelque sorte à ce qu'est la conscience. C'est-à-dire que l'état de calme est en fait un état d'être absolument naturel. L'être humain est fait pour être dans un état de conscience, de calme. Regardez un exemple. Vous pouvez être le plus, comment dire, manquer de maîtrise de vous-même, très agité, très perturbé au niveau de votre esprit, mais vous passez une bonne nuit, parce qu'on dort, et le lendemain matin, eh bien, votre esprit, il ne peut pas être dans l'état qu'il était le soir même, même si vous étiez très agité. C'est impossible. Votre esprit est redevenu complètement calme. Donc, en fait, vous voyez, vous constatez que sans même chercher à le vouloir, sans même chercher à créer un outil ou des outils pour retrouver le calme, l'état de calme fait partie même de votre état d'être. C'est un état naturel. Bien, on passe à la suivante. Alors, quelles sont les conséquences du calme? Les conséquences, le calme sont multiples, mais il y en a, on va dire, une conséquence que des maîtres de la recherche intérieure, que ce soit des yogis, que ce soit des sages, que ce soit des maîtres d'arts martiaux. Je ne sais pas si vous vous intéressez aux arts martiaux, mais les grands maîtres d'arts martiaux sont souvent des gens qui sont très calmes. Mais aussi des maîtres de la pensée. Ça peut être aussi bien des médecins, des gens qui ont fait beaucoup d'études, mais qui ont un travail de réflexion importante. Ils vous diront tous, que ce soit des maîtres spirituels, beaucoup les maîtres spirituels, quelles que soient les écoles de pensée, de religion ou je ne sais quoi d'autre, ils vous diront que une des conséquences du calme, une des principales conséquences, c'est de développer la capacité de discernement. Alors quand je dis ça, ça ne fait pas sauter dans les chaumières. Et pourtant, écoutez-moi bien. Le discernement, c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure de mon évolution. Et au départ, lorsqu'on m'a parlé de ça, ça m'est passé un petit peu comme un train passe devant moi et puis j'en fais pas une affaire considérable. Et pourtant, je me suis rendu compte que le discernement était sans doute le point le plus important et le plus puissant de la conscience. Les maîtres de la recherche intérieure, que je vous disais tout à l'heure, parlent souvent de discernement. Eh bien, le calme agit sur le discernement, c'est-à-dire que cette capacité de discerner les choses avec clarté ne peut pas fonctionner lorsque l'esprit est agité. Je reviens à ma métaphore de l'eau. Quand vous agitez le fond de l'eau, comme je vous ai dit, les sédiments se répartissent partout en surface et en profondeur et on ne voit pas le fond de l'eau. Or, le fond de l'eau, là encore, je vais le symboliser par le fait de la compréhension des choses. C'est-à-dire que, par exemple, par rapport au problème de l'existence, j'imagine que si vous êtes là, c'est qu'aussi vous vous interrogez sur votre existence. Et c'est bien naturel. Ça veut dire aussi que vous avez des problèmes à résoudre, des problèmes existentiels, des problèmes de la vie quotidienne, des problèmes X ou Y. Mais ces problèmes, on essaie en soi-même de les trouver, de trouver la solution, et quelquefois on n'y parvient pas. Mais les personnes qui ont développé une capacité de discernement puissant arrivent à résoudre leurs problèmes de leur vie quotidienne bien mieux que les autres. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très profonde, une vision d'ensemble, une vision comme si c'était une transparence. Ils arrivent à transpercer le monde opaque du problème, de la difficulté, de l'obstacle, appelez ça comme vous voulez, et ils voient là où les autres ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils discernent
des solutions, il discerne des issues, il discerne des, comment dire, des possibilités et des opportunités que les autres ne voient pas. Pourquoi ils ne le voient pas? Pourquoi ils restent ancrés dans leurs problèmes? Eh bien parce que justement, leur capacité de discernement ne peut pas fonctionner, même s'ils le veulent. Il ne peut pas fonctionner parce que leur esprit est en état d'agitation. Dès lors, comme on ne peut pas voir le fond de l'eau tant qu'elle est remuée, c'est impossible. Même avec des outils les plus perfectionnés et des yeux, je dirais, des yeux vraiment perçants, on n'arrive pas à voir le fond de l'eau. Il faut attendre que l'eau, que les sédiments soient redéposés pour que le calme de l'eau soit fait pour voir le fond. Eh bien, c'est pareil. On pourra faire tout ce qu'on voudra, on ne verra jamais la solution à nos problèmes, la solution à ce que nous nous posons dans notre existence, tant que notre esprit n'a pas cette capacité de discernement. Et on sait maintenant donc que si, vous le savez, que si vous voulez que ce discernement puissant vous permette d'avoir cette capacité de résoudre les difficultés de la vie quotidienne ou existentielle, il faut que vous appreniez à maîtriser le calme intérieur. Bien, on passe à la suite. J'étais un peu long sur le discernement, mais à mon avis, c'est sans doute un des points les plus importants. Alors maintenant, dans la présentation qu'avait fait Caroline, il y avait le point qui était notamment sur ce qu'on appelle la maîtrise de la pensée, la recherche, les maîtres de la recherche intérieure, les pouvoirs du calme de la recherche intérieure. Et là, j'ai fait une découverte. Ça remonte à maintenant, il y a une trentaine d'années, mais ça reste pour moi quelque chose, peut-être même avant, 40, je dirais, je me rajeunis, et où j'ai appris quelque chose qui était absolument fascinant. D'abord, j'avais découvert le pouvoir du discernement, mais il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Mais le premier pouvoir que j'avais découvert, et celui-là, il est vraiment extraordinaire. C'est celui de l'énergie psychique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie psychique? Alors, si on regarde, si on interroge des neurologues, ils vous diront c'est l'influx nerveux, c'est-à-dire la capacité de l'énergie, de l'activité électrique que notre cerveau produit pour transporter des informations entre nos neurones via nos connexions synaptiques, etc., etc., et tout le fonctionnement neurologique ultra complexe. C'est ça. Mais ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que la notion d'énergie psychique, c'est quelque chose qui a été développé dans les années 70, donc dans le siècle précédent, notamment par des auteurs, enfin bien avant les années 70, qu'est-ce que je raconte, dans les années 20 et 30, donc sur des auteurs qui, bien sûr, sont décédés depuis très longtemps, mais qui ont été repris dans les années 70, c'est pour ça que je parlais de cette année-là, par Paul Clément Jagot. Paul Clément Jagot, un auteur d'ouvrages sur l'hypnose, l'hypnotisme, le magnétisme personnel, etc. Et notamment, il écrivait beaucoup sur des livres sur la maîtrise de soi. En réalité, quand j'aimais bien cet auteur, parce qu'il écrivait bien, mais en réalité, j'ai vu qu'il avait puisé énormément dans le travail de grands maîtres de la recherche intérieure et auteurs du début du siècle dernier, qui étaient des gens comme Turnbull et d'autres, comme euh, le nom va me venir à l'esprit, mais des gens qui s'intéressaient notamment au magnétisme personnel. Je parle bien du magnétisme personnel et pas du magnétisme physique. Et quand je me suis intéressé au domaine du magnétisme personnel, alors le magnétisme personnel, c'est la capacité d'influence sur les autres, c'est-à-dire de posséder une capacité d'influencer les autres, d'être dense dans sa. Je suis certain que vous avez rencontré des gens qui, physiquement, il n'y a rien de particulier, mais ils ont une capacité à vous laisser une empreinte, une influence plus que les autres. Vous dites, mais je ne sais pas pourquoi il m'attire. Il m'attire. Alors c'est une attirance, on va dire, magnétique, une attirance mystérieuse. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Et en réalité,
quand on étudie de près ce genre de phénomène, qu'est le magnétisme personnel, quelles sont les lois qui régissent ce magnétisme personnel, cette capacité d'influence, on découvre que la base des bases, le socle des socles, ce sont qu'ils accumulent de l'énergie psychique grâce à la conquête du calme et de la maîtrise de soi qui est sa sœur. Maîtrise de soi et calme, c'est lié. Hein. On n'imagine pas qu'on soit agité si on n'est pas maître de soi et vice-versa. Donc en fait, à chaque fois que l'on fait un travail de ce qu'on appelle de maîtrise de soi-même, alors je vais vous donner un exemple. Vous êtes face à quelqu'un qui a tendance à vous critiquer ou vous adresser des paroles que vous jugez acerbes, dures, injustes. Tout le monde rencontre ça. Hein. Si vous le rencontrez, c'est pas que vous êtes les seuls sur Terre à vivre ça. Tout le monde vit ça. Mais regardez par exemple en ce moment avec le débat que je ne trancherai pas, mais sur le professeur Raoult qui aurait trouvé un traitement pour la situation que nous connaissons, eh bien, il se fait insulter par des gens qui sont contre lui, puis voilà. Mais voilà. Donc tout le monde vit ce genre de choses. Eh bien, les maîtres de la recherche intérieure, eux, considèrent que on a deux choix. Soit on va répondre, on va s'agiter, c'est-à-dire on va se sentir perturbé par ces attaques verbales et autres. Et si on fait ça, eh bien, on perd énormément de notre énergie psychique. Et donc, en conséquence, on perd de notre influence personnelle. Ça veut dire que la capacité d'influencer les autres, mais aussi la capacité d'influencer votre vie, c'est-à-dire que votre esprit, peut-être qu'il y a sans doute des gens qui s'intéressent au domaine de la loi d'attraction, j'imagine parmi vous. Je ne suis pas un expert de la loi d'attraction au sens où je n'en fais pas l'alpha et l'oméga. Je pense que cette loi est importante, mais à la condition qu'on utilise d'autres lois. Parce qu'il y a d'autres lois. Et si les autres lois ne sont pas associées à la loi d'attraction, ça ne marche pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Comme je suis bavard, je suis parti là-dessus. Ce que je veux dire, c'est que la capacité d'influence sur les autres, c'est-à-dire par exemple d'influencer favorablement, ça veut dire aussi d'être attractif vis-à-vis des autres. Ça veut dire aussi d'avoir la capacité aussi d'influencer ce que vous désirez et que les choses se passent comme vous voulez qu'elles se passent dans votre esprit. Donc une sorte d'attraction psychique des événements. Eh bien, écoutez-moi bien parce que ça, c'est très important. Chaque fois que vous renoncez à cette maîtrise de vous-même, c'est-à-dire que vous emportez, que vous répondez de manière quasi automatique à une personne qui va être agressive, alors soit, bon, sur le moment, vous vous soulagez, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de vous agiter, donc de perdre cette capacité de calme intérieur, mais la conséquence, elle est grave. C'est que vous perdez votre capacité d'influence par comme une sorte de vanne qui laisserait partir l'énergie psychique. Et l'énergie psychique, elle va vous manquer quand vous aurez besoin de changer les événements en votre faveur, quand vous aurez besoin d'énergie, de force, de capacité pour pouvoir mobiliser des ressources dont vous aurez besoin, soit pour influencer les autres, soit aussi pour influencer les choses dans votre vie. Et on passe à la suite. Sylvie qui nous dit, mais je pense que vous y avez à peu près répondu, qu'il y a aussi les influences négatives de la part des autres. Voilà. Et alors, quelle est la question là? Oui. Et Catherine qui nous dit que ça ferait un bon sujet, la loi d'attraction et les autres lois à lui adjoindre pour que ça fonctionne. Voilà. Alors ça, c'est un autre sujet, mais effectivement, quand je fais des interventions ou des conférences sur ce sujet, souvent les gens sont très très étonnés parce que et ils se disent mais oui, c'est une évidence. En fait, bon, si Caroline me permet d'aborder une minute seulement ça, la loi d'attraction seule, elle ne fonctionne pas. Je le dis, je le répète, la loi d'attraction seule, elle ne fonctionne pas. De la même manière que les autres lois euh, ne fonctionnent pas toutes seules parce qu'il y a énormément de lois dans lesquelles on vit. Et que ce soit la loi de Murphy, la loi de Parkinson, la loi du nombre, etc. Il y en a d'autres. Hein. Et ces lois,
il y a certaines personnes qui sont très très puristes, ils vont se concentrer sur la loi d'attraction. Et ils reviennent nous voir en disant, mais non, finalement, j'ai pas obtenu de résultat. Et quand je leur explique qu'il y a l'interaction avec les autres lois, et que si on arrive à les mettre en symbiose, alors là, pour le coup, la loi d'attraction prend une puissance inouïe. Eh bien, la loi de l'énergie psychique en est une. Bien, on reprend pour la suite, donc pour les autres diapositives. Donc, je viens d'aborder la caution d'influence personnelle, on passe, donc ça c'est déjà abordé. J'ai débordé, mais voilà. Alors, maintenant dans les outils, on va passer aux outils, c'est-à-dire les moyens d'acquérir le calme, même si je vous ai apporté cet éclairage sur la notion d'énergie psychique, c'est-à-dire la nécessité de la maîtrise de soi. Il y a aussi ce qu'on appelle l'utilisation, l'utilisation du bon cerveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a grosso modo 3 cerveaux. On a un cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien. Alors, j'ai marqué deux cerveaux ici sur la diapo parce qu'il y en a un que c'est pas tout à fait celui-là qui est intéressant, mais il y a le cerveau donc reptilien qui est le cerveau, on va dire, de l'urgence. Si par exemple, je sais pas moi, vous entendez une sirène, l'incendie ou je ne sais quoi d'autre, bon, vous vous mettez en situation d'urgence. Et là, pour le coup, la notion de calme, elle n'existe pas vraiment parce que le cerveau reptilien, lui, il connaît que le stress, que la capacité de vous protéger, etc. Et puis, il y a le cerveau limbique. Alors, celui-là, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est tout ce que le cerveau, en fait, de l'apprentissage, de tout ce qui est la notion de réflexion, d'analyse. Bon. Mais il y a un cerveau qui est au chômage pour la plupart du temps. Il n'est pas utilisé celui-là. Étrangement, quand on regarde à la résonance, j'en étais rendu au cerveau reptilien néocortical. Est-ce que vous avez entendu ça? Ouais, donc le reptilien, il est là, le néocortical, il est là, les limbiques, ils sont là. Voilà. Voilà. Et donc les fonctions, je disais que donc lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le cerveau des gens, les maîtres de la recherche intérieure, les grands maîtres spirituels, les grands sages, les gens qui maîtrisent le calme, eh bien ils utilisent un autre cerveau. Et alors que les autres, quand ils sont dans l'agitation, ils utilisent énormément le cerveau reptilien. C'est-à-dire que le cerveau reptilien, c'est le cerveau qui, au niveau phylogénétique, est le plus ancien, c'est-à-dire c'est le cerveau animal, cerveau crocodile, comme diraient certains, le cerveau de l'urgence. Et il a comme inconvénient, c'est que, en fait, le cerveau reptilien, c'est le cerveau de l'anticalme, c'est le cerveau de l'agitation permanente. Et tant qu'on utilise trop son cerveau reptilien, on ne peut pas être dans un état de calme. C'est impossible. Impossible. Et comment il se déclenche, ce cerveau reptilien? Mais il se déclenche un peu comme un robinet d'eau chaude et un robinet d'eau froide. Permettez encore d'utiliser une métaphore, mais j'aime bien utiliser les images. Si vous tournez le bouton sur le chaud, vous ne pouvez pas être en même temps sur le froid. Voilà, il faudrait mettre le tiède. Mais bon, c'est autre chose. C'est ou chaud ou froid. Eh bien, le cerveau néocortical, lui, c'est le cerveau du calme puissance. C'est le cerveau qui, en quelque sorte, est un grand régenteur. Il est capable de prendre du recul sur les événements. Alors que le cerveau reptilien, lui, ne sait pas prendre de recul. Donc, en fait, si on veut arriver à maîtriser les outils du calme, on sait que maintenant, il faut que le cerveau reptilien soit mis en sourdine et que le cerveau néocortical, lui, soit mis en activité. Donc, il y a une particularité que j'attire votre attention, c'est que le cerveau néocortical ne peut pas fonctionner lorsque le cerveau reptilien fonctionne, et vice-versa. C'est ou l'un ou l'autre. Alors vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, le cerveau reptilien, lui, il se déclenche lorsqu'on se met à être anxieux. Par exemple, dans la situation que nous vivons en ce moment, eh bien, je suis certain que si on regardait à la résonance magnétique dans les cerveaux des gens, il y en a énormément qui seraient en mode reptilien. C'est-à-dire qu'ils seraient en mode où ils pensent à un avenir. Ils imaginent l'avenir avec les difficultés, ils imaginent l'avenir avec quelque chose qu'ils ne contrôlent pas.
Et la situation actuelle le démontre tous les jours. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On ne sait pas quand est-ce que cette épidémie va s'arrêter, quelles seront les conséquences sur la santé de nos proches, les conséquences économiques de la crise qui va arriver après. Enfin bref. Donc, dès qu'on se met à penser à l'avenir, on active de facto le cerveau reptilien. Lui, il est tout le temps dans une situation de l'après. Même si vous pensez à ce qui va se passer dans 5 minutes et que ça vous angoisse, je ne parle pas de quelque chose qui va vous plaire, c'est différent. Si vous pensez dans 5 minutes quelque chose qui va vous plaire, c'est pas le cerveau reptilien, c'est autre chose. On est plutôt dans le cerveau limbique. Mais je parle de quelque chose qui vous angoisse. Par exemple, je prends un truc tout simple. Vous avez un rendez-vous pour un emploi et puis vous dites comment ça va se passer demain, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais pouvoir répondre aux questions du recruteur de manière voilà, et ça vous angoisse. Eh bien là, c'est votre cerveau reptilien qui se met en activité. La conséquence, vous n'êtes plus dans un état de calme, vous êtes dans un état d'agitation. Mais a fortiori, les maîtres de la recherche intérieure, eux, ils disent autre chose. Ils disent, vous avez un autre cerveau qui, lui, ne connaît que l'état de béatitude. Il ne connaît que l'état de calme. Il ne connaît que l'état de l'ici et maintenant. Car c'est ça la clé. C'est-à-dire que quand on se concentre sur l'état de l'instant T, c'est-à-dire de ce qui se passe maintenant, eh bien, le cerveau reptilien, il s'éteint. Il ne fonctionne plus. Il s'endort. Il retombe en léthargie. Mais par contre, le cerveau néocortical, lui, s'active. Et il s'active parce que vous êtes en train de penser à l'ici et maintenant. C'est la raison pour laquelle j'attire votre attention. Même dans les situations les plus tragiques, regardez en ce moment, beaucoup de gens sont en mode reptilien, mais si on leur posait la question, oui, mais vous là, vous vous mettez en état de stress avec la situation actuelle, etc. Mais en ce moment même, au moment où je vous pose cette question, est-ce que les choses vont normalement? Je n'ai pas dit de manière extatique, mais est-ce qu'elles vont normalement? Vous aurez 99,999% de la population qui vont dire, ouais, ça se passe normalement. Et malgré tout, ils se mettent en mode reptilien, c'est-à-dire en mode de pensée, d'agitation, parce qu'en fait, ils pensent à tout à l'heure, ils pensent à demain, ils pensent à ce qui va se passer dans une semaine, ils pensent à l'après-sortie du confinement, enfin, etc. Ils vivent tout le temps dans le futur. Donc, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils ont perdu cette notion de calme, parce qu'ils ont activé le cerveau de l'anxiété et de l'agitation mentale. Mais s'ils se posent constamment cette question, d'accord, ok, ça s'agite autour de moi, je ne peux pas le contester, le monde est agité en ce moment. Mais moi, au fond de moi-même, est-ce qu'en ce moment, ça va? Eh bien, vous verrez que, je ne dis pas que quand ça va pas, mais majoritairement, 99% de votre existence, les choses se déroulent normalement. Et donc, à partir de là, il faut recentrer sa pensée sur la notion du temps, mais pas celle du reptilien, mais celle du néocortical, c'est-à-dire dans la notion d'ici, ici, là, et maintenant, là. Mais pas dans 3 secondes, même pas dans 2, j'ai envie de dire encore moins dans 1, mais dans l'instant qui est là. À partir de là, dès que vous faites ce petit effort mental de projection de l'instant T, de le vivre pleinement et de vous focaliser sur cet instant T, eh bien, vous activez le cerveau néocortical. Et la conséquence sera que vous noterez que votre esprit s'apaise, que votre esprit se calme, que la conscience redevient dans son état naturel. Et on passe à la suite, s'il vous plaît. Alors, un autre outil que je vais vous transmettre, alors je ne l'ai pas mis dans l'ordre, mais peu importe, c'est la notion de diète médiatique. Alors en ce moment, c'est difficile de parler de diète médiatique quand on voit le bombardement des informations qui nous viennent. Mais il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est que le calme intérieur est étroitement associé aux projections qui nous viennent par nos sens. Et le cerveau, il passe son temps à filtrer ce qui vous arrive. Par exemple, en ce moment, je vous parle, mais il filtre.
C'est-à-dire qu'il reçoit les informations de ce que dit Didier Pénissard, et puis il essaie de dire, voilà, ça m'intéresse, ça, faut que j'essaie de le comprendre, ça, il faut que je l'analyse, ça, il faut que je le mémorise. Enfin bref, il y a tout un processus qui se fait sans que vous en ayez conscience. Et c'est un tamis, mais qui fonctionne. Vous ne pouvez pas vous imaginer, les neurones se mettent en hyperactivité. Mais là, vous imaginez bien que quand on est baigné dans un monde médiatique qui n'arrête pas de vous bombarder d'informations, eh bien, votre cerveau, il est incapable, parce que même avec la capacité de calcul que possède notre cerveau, il est incapable de filtrer lorsqu'il y a trop d'informations. Alors, qu'est-ce qui se passe? La conséquence, elle est grave. Il y a une conséquence d'abord pas très grave, c'est-à-dire à l'état conscient, on ne sait plus trop ce qui nous arrive. On a l'impression que notre cerveau est en situation où la machine tourne et tourne et tourne et tourne. On va se coucher, ça continue à tourner parce qu'on revoit ce qu'on a vu, les médias nous ont bombardé. Ça, c'est pas très grave encore. Mais ce qui est plus grave, c'est que le cerveau, comme il n'a pas pu analyser et filtrer ce bombardement intensif de scud d'informations, la conséquence, c'est que lui, il se met en mode reptilien de facto. C'est-à-dire que c'est comme si, par exemple, je vous posais une question et qu'avant même que vous ayez répondu à cette question, je vous en repose une autre, et puis une troisième, puis une quatrième. Vous savez que les gens qui harcèlent les gens dans les entreprises, notamment, euh, les manipulateurs, ils utilisent cette méthode. C'est-à-dire qu'ils se foutent de la réponse de celui qui est en face, mais comme ils veulent le mettre en état d'agitation, de stress, eh bien, ils vont lui poser des questions et avant même qu'il ait commencé à répondre, c'est-à-dire qu'il ait fait fonctionner son cerveau d'analyse, le cerveau limbique, il va lui en poser une deuxième et une troisième, etc. Et au bout d'un moment, le cerveau, il est incapable de filtrer toutes les questions qui lui sont posées, c'est donc une stratégie de manipulation, eh bien, il va se mettre en mode reptilien, en état de peur, en état de fragilité, en état de panique, en état tout le contraire du calme. Et la personne qui connaît bien ce genre de manipulation, cette technique de manipulation, va affaiblir l'individu parce que quand on se met en état de mode reptilien, ben on s'auto-protège, un peu comme un animal qui sent le danger. Qu'est-ce qu'il fait? Ben il se renferme sur lui, comme le ferait un hérisson, etc. Eh bien, pour éviter ça, voilà le remède. Pendant 7 jours, vous faites une diète médiatique. C'est-à-dire que vous vous dites, je veux être informé, vous avez le droit, mais vous vous informez en général en 5 minutes, vous pouvez avoir toutes les informations les plus importantes de votre journée. Et bien sûr, c'est pas toujours simple parce qu'il y a des addictions à l'information. Mais votre cerveau, lui, peut pas filtrer ça. Et au bout d'un moment, à force de vivre en mode reptilien, je vais peut-être vous faire peur, mais c'est une peur sage, parce qu'on dit souvent des fois que la peur est aussi le début de la sagesse, parce que, etc. C'est qu'à force de vous mettre en mode reptilien, vous allez déclencher des hormones, et notamment du cortisol. C'est-à-dire que votre cerveau reptilien, qui devrait être en mode reptilien très peu de temps dans votre journée, voire même dans votre semaine, il y est en permanence par ce bombardement d'informations qu'il ne peut pas filtrer parce qu'il y en a trop. Eh bien, il va fabriquer du cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui est fabriquée par les surrénales et qui a pour conséquence de déclencher à terme des cancers. Et d'abord, ça commence par des états dépressifs qui deviennent ensuite des états de dépression et ensuite d'état de dépression à des maladies psychosomatiques qui peuvent être de plus en plus graves. Donc vous voyez que la conséquence, c'est que l'agitation, le contraire du calme, peut conduire même à la mort, à la maladie très grave en tout cas. Et donc c'est une des conséquences. Pourquoi? Eh bien parce que comme le cerveau reptilien n'est plus capable d'analyser toutes ces informations, il se met en mode protection et il fabrique de ces hormones de stress. Ensuite, le deuxième outil, c'est la post-réaction. La post-réaction, c'est celle d'apprendre. Alors, ça ne s'apprend pas en un jour. Si je vous disais ça, je vous mentirais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça s'apprend quand même. C'est d'avoir toujours une phase de réaction, comment dire, assez lente à ce qui vous arrive. Alors, je vais vous donner un exemple. Quelque chose vous met en colère parce que vous trouvez injuste,
une situation, parce qu'il y en a de multiples occasions. Et donc, la colère, c'est tout le contraire du calme. C'est de l'agitation qui conduit à la bouffée des émotions, à ce que les émotions vous emportent. Alors là, on est totalement à l'opposé. Je ne dis pas des colères saines, c'est autre chose. Colère saine, c'est un autre domaine. Mais je parle des situations qui peuvent nous mettre en colère de la vie quotidienne que vous connaissez tous. Eh bien, vous allez vous dire, voilà, OK, parce qu'il faut faire attention à ne pas entrer dans un refoulement, c'est-à-dire refouler sur soi-même et puis de développer des maladies psychosomatiques. Il y a une technique que je vais vous enseigner, qui est ce qu'on appelle le différé de 5 minutes. C'est-à-dire qu'une situation vous fout en rogne, vous sentez que l'énergie commence à vous agiter, votre mental commence à perdre un peu les pédales, vous en prenez conscience. Vous dites, tiens, oh, j'ai en train de perdre le calme. Mais vous dites, OK, je vais me fâcher. Je vais accepter de me fâcher parce que je vais me fâcher, j'ai envie de le faire. Mais dans 5 minutes. Après tout, que ce soit dans 5 minutes ou maintenant, ça sera toujours la même chose. Je me fâcherai. Et ce que vous allez noter, c'est que là, c'est votre cerveau néocortical qui prend le dessus. Parce que vous avez dit, d'accord, je vais me fâcher, donc pas de refoulement, mais votre cerveau néocortical, il a dit, OK, tu es un grand régenteur, tu es maître de toi, bravo, tu veux te fâcher dans 5 minutes. Et ce qui se passe, c'est que dans 99% des cas, pour pas dire 100, 5 minutes après, vous avez plus de raison de vous fâcher. Vous êtes peut-être, dans l'injustice, mais vous la vivez différemment. En fait, vous avez laissé votre cerveau néocortical prendre le contrôle et vous avez laissé votre cerveau reptilien s'éteindre par le fait de la méthode de la post-réaction. Eh bien, vous pouvez parfaitement appliquer ça avec quelqu'un. Si quelqu'un, vous avez envie de lui répondre de tac au tac et que vous sentez que ça peut envenimer les circonstances, donc perdre votre calme, eh bien, utilisez là encore le système de la post-réaction, vous disant, OK, dans ma tête, je sens ce que je vais lui répondre comme argument, mais dans 5 minutes. Et dans 5 minutes, peut-être que vous lui parlerez, mais avec beaucoup plus de mesure, beaucoup plus de maîtrise de vous-même, et en tout cas, ça aura beaucoup plus d'impact parce que vous aurez accumulé de l'énergie psychique. Cette fameuse énergie psychique dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous répondez du tac au tac, vous perdez votre contrôle de vous-même et vous perdez de votre influence personnelle. Et ce que vous auriez dit comme réponse n'aura pas le même impact que si vous l'avez dit avec une charge énergétique qui fait que les mots vont être beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, parce qu'ils auront été imprégnés de ce magnétisme personnel. Bien, on passe à la suite. Alors, il y a une faute. Enfin non, c'est pas qu'il y a une faute, c'est que je l'ai appelé le respicalme. Alors, on est un peu dans la technique du yoga, si vous voulez que j'en parle un petit peu, Caroline, mais je vais en parler de manière très succincte. Je ne vais pas entrer dans les techniques de yoga parce que vous y connaissez beaucoup mieux que moi. Mais il y a une chose que l'on sait, et c'est une base, c'est un socle fondamental. Quand vous étudiez les maîtres de yoga, alors, qui maîtrisent le calme par nature, on n'a jamais vu une séance de yoga qui était agitée, hein, c'est tout le contraire. Et même s'il y a plusieurs écoles, ça reste toujours pareil. Il y a un paramètre qui est expliqué de manière claire, même dans les ouvrages sur le yoga, vous retrouverez toujours ça. C'est que il est impossible, je le répète, il est impossible d'être agité au niveau de l'esprit lorsque notre respiration est profonde et lente. On a essayé en laboratoire d'énerver des gens, de les agacer, soit en leur mettant des films qui les excitaient, énervaient, soit en les bombardant d'informations type médias. Il était impossible de les mettre dans un état d'agitation lorsqu'on leur a demandé de faire 5 profondes inspirations et 5 profondes expirations. Ça a été impossible. On n'a jamais réussi à les mettre en état de nervosité, même quand les protagonistes le voulaient eux-mêmes. En revanche, à contrario,
il a été impossible de mettre des personnes dans un état de calme lorsqu'ils avaient une respiration rapide et courte. On leur a demandé de garder leur calme, ils se mettaient en état d'énervement, leur esprit était impossible de se concentrer parce qu'il y avait beaucoup d'agitation. Dès lors, il y avait 6 respirations qui étaient rapides et courtes. C'était sans doute plus que 5 d'ailleurs, parce que quand on fait des respirations rapides, on a le temps d'en faire beaucoup plus. Mais ça, c'est pas le sujet. Donc, vous avez un outil qui peut vous mettre en état de calme de manière quasi automatique, sans faire des exercices pompeux, difficiles de maîtrise de soi. Lorsque vous sentez l'agitation se créer, eh bien, vous reprenez conscience de votre respiration. Et l'homme a la capacité de reprendre le contrôle respiratoire à un moment de sa vie. Sauf quand on dort, bien sûr. Quand on dort, voilà, et même la journée, on ne pense pas à respirer, fort heureusement d'ailleurs. Mais on a la capacité de le faire. Et donc, on se dit, voilà, tiens, pendant 5 respirations, je vais respirer très profondément et je vais expirer très profondément et j'ajoute lentement. C'est-à-dire que le débit doit être lent. Et au bout du 5e, essayez de vous énerver, essayez de vous agiter, vous verrez que même les situations les plus extravagantes n'arriveront jamais à vous énerver. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le calme. Et c'est en fait né de la tradition du yoga qui avait déjà compris que le corps, par l'intermédiaire du médium respiratoire, pouvait influencer l'esprit. Et on passe à la suite. Et on va terminer notre intervention sur la notion de la méditation. Alors, j'aurais envie de dire les méditations, car il n'y a pas qu'une seule méditation, bien sûr, et je n'ai pas la prétention de dire que la technique que je vais vous proposer est la meilleure. Mais celle que je vais vous inviter à faire, c'est un exercice qui est basé sur la visualisation mentale. Et donc, vous allez pouvoir le reproduire à volonté, autant de fois que vous voulez, et vous verrez que vous pouvez. Moi, je sais que j'ai appris cette technique et je le faisais quand je travaillais, que j'étais salarié. Je le faisais dans ma voiture et ça me permettait de calmer mon esprit, de le mettre dans un état de tranquillité et puis bien évidemment de pouvoir le reproduire à volonté autant de fois que je voulais. Et bien vous verrez que c'est possible. Donc je suis à votre disposition, on va pouvoir recommencer. Est-ce que je vais d'abord peut-être répondre à quelques questions et puis faire la séance après ou l'inverse? Moi, j'ai bien envie de faire la méditation tout de suite. Enfin, l'exercice pratique, en Pas tout de problème. cas. Eh bien, pas de problème. Alors je vais donc vous faire cette petite séance qui va durer 7-8 minutes maximum. Essayez de la mémoriser, c'est-à-dire de mémoriser le protocole. Vous verrez que ça se mémorise très très bien et je vous invite à le faire. Alors, comme on a appris, on va faire le respi calme d'abord, c'est-à-dire on va prendre 5 profondes inspirations lentement et on va les faire ensemble. C'est moi qui vais vous donner le tempo. Bien, alors, prenez d'abord une position confortable sur votre fauteuil, chaise, ce que vous voulez. Essayez de bien vous positionner. Ne remettez pas vos pieds sous la chaise parce que vous n'arriverez pas à vous détendre. Au contraire, mettez plutôt les pieds vers l'avant. Non, ça s'appelle pas la cohérence cardiaque. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Même si c'est proche, ça n'est pas du tout la même technique, car la cohérence cardiaque n'est pas du tout un état de calme pour certains. J'ai vu des gens faire de la cohérence cardiaque avec des médecins et au contraire, ils étaient très, très énervés à la fin de la séance. Donc ça n'a rien à voir. Bien, vous prenez alors maintenant, vous allez fermer vos yeux et vous allez prendre une profonde inspiration. Lente. Je dis bien lente. Remplissez les poumons et maintenant vous expirez complètement. Soufflez avec votre bouche. Videz, 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 videz complètement. Laissez quelques instants et on reprend. On inspire par le nez. Lentement. On remplit les poumons et on expire par le nez ou par la bouche. Videz.
Inspirez encore. Très lentement. Et on expire. Relâchez les épaules, videz la poitrine, videz, videz, videz. Inspirez lentement. Remplissez totalement les poumons et on expire. Relâchez les épaules, relâchez le pectoral, relâchez la poitrine, relâchez les omoplates. Une dernière fois, lentement. Inspirez. Faites le plein et on expire. Videz complètement. Bien, vous devez noter maintenant que votre esprit est beaucoup plus calme qu'avant ces petits exercices de respi calme. Vous êtes donc maintenant dans votre position confortable. Vous avez pris donc ces respirations profondes et vous sentez le relâchement se produire. Maintenant, votre respiration est plus calme et plus régulière. Sans être profonde, naturelle, sans faire quoi que ce soit, vous inspirez naturellement, puis vous expirez naturellement. Et au moment de l'expiration, vous libérez toutes les tensions vous-même. Inspirez, expirez. Et à chaque expiration, vous détendez tous vos muscles. Vous relâchez tous vos muscles et tous vos membres. Votre corps, des membres de la tête aux pieds. Vos paupières sont fermées. Et si ce n'est pas encore le cas, vous les laissez se fermer pendant tout le temps de notre agréable séance. Maintenant, votre respiration est devenue calme et régulière. À chaque expiration, vous glissez dans un sentiment de lassitude et de lourdeur. Lourdeur, pesanteur. Vous laissez aller. Vous laissez faire. Laissez se produire. Et vous portez votre attention sur les petits muscles autour des yeux, comme les muscles des paupières. Détendez ces muscles. Vous les relâchez. Vous sentez que votre respiration est encore plus calme et se tranquillise. Vous vous laissez baigner par un doux sentiment de bien-être qui vous envahit à chaque seconde. Pendant ce temps, vous imaginez que vous faites une promenade le long d'une plage. Il fait très très chaud. Il est 5 heures de l'après-midi et le soleil n'est pas encore couché. Vous profitez de cet instant bien à vous. Vous constatez peu à peu que le soleil décline à l'horizon. Le soleil est une grosse boule d'or étincelante. Et vous remarquez que le ciel est d'un bleu pur, limpide, et d'un blanc éclatant au soleil. Vous ressentez le sable sous vos pieds, comme il est tiède, ferme et bien tassé. Vous respirez l'air marin
et vous savourez cette douce impression de sel que l'air marin vous laisse dans la bouche. Vous écoutez au loin le ressac des vagues, leur léchement régulier des rochers. Vous écoutez le bruit lointain de la mouette là-bas et vous poursuivez paisiblement, agréablement votre chemin le long d'une plage. Tout cela vous plaît. Vous aimez cette agréable promenade le long de l'océan. Vous êtes bien et détendu. Et soudain vous apercevez une dune, un grand monticule de sable blanc. Il est parsemé de fleurs ocre jaune et de fleurs de mousse d'un mauve profond. Vous vous hissez en haut de cette dune et vous regardez au sommet la mer. La mer est un vaste miroir qui reflète les rayons du soleil. La mer n'est qu'une surface blanche, pure, scintillante, qui attire irrésistiblement votre regard et vous force à les fixer. Insensiblement, des taches de violet et des éclats pourpres à reflets argentés émergent du scintillement des eaux. Tout n'est que argent et violet. L'horizon dessine une ligne violette et les fleurs émanent des halos violets. Notez comme le soleil commence à se coucher. Et au fur et à mesure que le soleil descend sur la mer, vous plongez de plus en plus profondément dans un état de calme, de détente, de relaxation et de paix intérieure. Pendant ce temps, le ciel subit sa métamorphose du crépuscule, en changeant de couleur, rouge, puis rose, puis violet, orange et or. Alors, la couleur mauve épaisse envahit tout l'horizon. Une brune veloutée bleue vous enveloppe. C'est alors que vous levez les yeux vers le ciel de la nuit et vous constatez qu'il y a un ciel enluminé d'étoiles. Au loin, vous entendez le ressac doux des vagues, l'odeur et le goût du sel. La mer et le ciel vous transportent et vous élèvent dans l'espace.
Vous sentez fondre dans l'univers et vous faites corps avec lui. Alors, un profond sentiment de paix intérieure, de calme profond et de sérénité vous envahit. Il est temps maintenant de revenir à l'état de veille normal et de sortir de votre état de conscience. Toutes les affirmations que je vous ai adressées pendant cette agréable séance laisseront des traces et s'imprégneront profondément en vous-même. Je vais compter jusqu'à 5 et à 5, vous vous sentirez en pleine forme, plein d'énergie, calme et heureux de vivre. 1. Ressentez comme vos muscles sont maintenant de nouveau plus mobiles. Commencez à remuer les doigts de pied, les doigts des mains. 2. Commencez à inspirer profondément. 3. Vous vous étirez complètement de la tête aux pieds. Vous mastiquez avec la bouche. Vous vous sentez bien, parfaitement bien. 5. Vous ouvrez vos paupières. Vous vous sentez bien réveillé, parfaitement réveillé, calme et heureux de vivre. Bonjour. Voilà. J'espère que cette séance calme intérieur s'est bien déroulée pour vous. Merci Didier. Et je laisse maintenant la parole, puisque j'ai terminé mon intervention, à Caroline. Merci beaucoup Didier, c'était vraiment waouh, j'ai adoré. Est-ce que tout le monde est bien revenu? Est-ce que vous êtes là? Partagez-nous ce que vous avez vécu. Également, si vous avez des questions ou quoi ou qu'est-ce, le chat est à vous. Voilà. Il y a beaucoup de merci déjà qui arrivent. Enfin, des merci qui arrivent. Ah là là, ce soleil était juste magnifique. Je peux peut-être répondre à quelques questions qui avaient été posées en attendant que le cerveau des questions arrive, Ouais, alors ou pas. avant les questions, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on présente l'atelier de jeudi. Oui, Ça laisse le temps à chacun de revenir. Si vous avez des questions, bah, euh, les déposer dans le chat. Voilà. Ouais, donc du coup, il y a un atelier qui a lieu donc jeudi soir sur Internet à 20h sur Zoom, qui est effectivement payant. Donc je le précise, avant je le précisais pas, je le précise et c'est important parce que tout ne peut pas être gratuit dans l'équilibre du donner-recevoir. Voilà, c'est bien pour le travail de Didier, pour les outils, pour tout ça, et aussi pour vous, parce que sinon, ça vous crée une dette karmique, comme on dit, et c'est pas bien. Donc voilà, ça c'est précisé. Qu'est-ce qu'on va faire jeudi, Didier, pendant cette date? alors, ça sera donc une sorte comment dire, le calme puissance, c'est une initiation. Je le conçois comme ça, moi. Ça peut peut-être un peu surprendre de parler comme ça, mais je suis convaincu que le calme puissance, parce que je dis toujours calme et puissance, hein, et c'est pas du tout, je dis, une coquille vide. C'est une initiation, d'abord que j'ai reçue moi-même, et que donc pense être humblement capable d'en transmettre la moelle substance. Et donc, ce sont des éléments qui doivent être acquis comme être d'un individu à un autre initié. Je ne vais pas me prendre pour un gourou, surtout pas, mais en tout cas, il y a quand même un caractère d'initiation
qui doit être acquis. Donc en fait, c'est basé là-dessus. Et puis on apprendra aussi une technique de méditation euh, qui utilise des rythmes, des sons, etc. Donc voilà l'exemple de cet atelier. Puis vraiment un travail sur la notion du calme intérieur dans le cadre initiatique. Ok. Voilà. Il est pour qui cet atelier, Didier, spécifiquement? Est-ce qu'il est plus pour ça? Toute personne qui s'intéresse et qui pense que tel que je l'ai présenté aujourd'hui, c'est lié à ça, bien sûr, c'est les conséquences. Comment arriver à développer notre capacité de discernement? Et j'insiste à fond là-dessus, c'est que lorsque le discernement est activé, c'est une fonction de l'esprit supérieur. Souvent, c'est-à-dire qu'il y a des strates dans la conscience. Quand je dis fonction de l'esprit supérieur, c'est pas au sens de se sentir supérieur aux autres. J'entends bien par là, mais je veux dire autant de capacité spirituelle supérieure. Et le discernement fait partie, parce que ça permet de résoudre énormément de nos problèmes. Ouais. Beaucoup de gens, qu'est-ce qui les stresse, qu'est-ce qui les met en angoisse, qu'est-ce qui fait qu'ils sont en mode reptilien? C'est parce que justement, ils n'ont pas la capacité de discernement qui leur permet de voir là où les autres sont capables de voir des solutions, des opportunités, des solutions de sa vie. On apprendra aussi comment mettre son cerveau en mode néocortical par un procédé qui est neuroscientifique. C'est-à-dire que c'est une méthode qui a été mise au point il y a une quinzaine d'années et qui permet de désactiver le cerveau reptilien pour activer le cerveau néocortical de manière instantanée. Et puis, un exercice de méditation que je vous apprendrai. Ouais, génial. Voilà. Donc super, donc tout pour trouver le calme et malgré les circonstances, mais aussi pour ça, je suis tout à fait d'accord avec cette question de discernement. D'autant plus quand on est très sensible. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent qui sont dans la communauté d'abondance et qui sont extrêmement sensibles. Donc un rien, un bruit, un truc, ça peut vraiment venir casser le processus intellectuel du discernement, mais aussi la clarté, aussi pouvoir créer sa vie, euh, voilà, et pouvoir aussi conscience, et pouvoir être voilà un phare pour les autres, mais aussi ouvrir différentes portes à l'intérieur de soi. Bon, c'est assez global, quoi. Il y a beaucoup de choses qui viennent à partir du calme et c'est essentiel. Donc, je trouve ça génial, Didier. Merci beaucoup pour cette proposition d'initiation à ça. Mmh. Et c'est chouette. Et moi, j'aime beaucoup aussi toutes les méthodes vivantes qui se transmettent d'une personne à un autre. Je trouve ça vraiment important, cette C'est pour humanité. ça que je l'appelle initiation. Voilà. Et Voilà. c'est chouette. Sans esprit de gourou, attention, surtout pas. Oui, oui, oui. Donc, bienvenue donc pour celles et ceux qui se sentent appelés jeudi. Donc, vous avez le lien là à côté de la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous arrivez sur un formulaire, remplir le formulaire et vous avez votre inscription donc pour jeudi soir avec un grand plaisir. Après, si vous avez des questions, alors il y a Annie qui nous dit magnifique, merci. J'ai même ressenti le parfum de la violette. J'ai vu ça, oui. Ben Euh, oui, parce que qu'en fait, quand on fait cet exercice de méditation, on peut faire plus on fait fonctionner nos sens, la sensation du sable chaud, les couleurs des fleurs, les différents changements de couleurs lorsque le soleil descend à l'horizon. Plus on va faire fonctionner nos sens, et plus l'effet psychosomatique va créer un écho, et notre cerveau va se mettre en mode qu'on appelle alphagène, c'est-à-dire qu'il va produire des ondes qui seront grosso modo entre 7 et 12 cycles par seconde, ce qui est un état de tranquillité, et de calme. hmm. Passionnant. Merci beaucoup Didier pour toutes ces informations aussi sur le cerveau qui nous permettent toujours de mieux comprendre comment on fonctionne pour être encore plus maître de soi et de sa vie.
Je trouve ça génial l'idée justement. Alors il y a eu plusieurs outils. Hein, l'idée donc de passer dans le dans le néocortex, donc en se donnant 5 minutes avant de réagir, le Oui, respirer. la méthode de déférer de 5 minutes, oui. Ouais, ça je trouve ça. Alors il faut s'en rappeler à chaque fois. C'est très bien. Ah ben oui, parce que mais c'est ce que j'explique. Je dis, c'est pas un truc qui se fait en une fois. Il y a un mécanisme qui se fait, mais dès qu'on l'a fait une dizaine, une quinzaine de fois, ça y est, c'est ancré. C'est ça. Différer de 5 minutes. Je me mettrai en colère dans 5 minutes. C'est ça. Il faut se l'écrire chez soi. J'attends 5 minutes. Le respire calme. Voilà. On Le l'a respire vu. calme. Oui, oui. Il est impossible d'être énervé par une respiration profonde et lente. J'ai Et- bien dit profonde et lente. Toujours les deux. Hein. Ouais. Le souffle de vie. De toute façon, enfin, c'est l'air qui nous maintient en vie. Donc toujours revenir à ça. Ça c'est essentiel. Il y avait autre chose. Bah, la diète médiatique en soi. Médiatique. Alors, si on ne peut pas le faire pendant 7 jours, faites-le pendant 3 jours. Vous verrez déjà Ouais. que comme votre cerveau va pouvoir filtrer ce qui lui arrive, il va passer du mode reptilien au mode néocortical naturellement. Et donc, comme le néocortical ne connaît que l'état de calme, vous allez constater que vous serez calme. Ça. Et bon après, c'est ne pas se faire happer par l'envie. Je pense on est tous un peu curieux. On a envie de savoir ce qui se raconte et en ce moment, enfin, je pense. Donc rester maître de soi, dans le respect de soi, en fait, sans savoir aussi se dire non, enfin dire non à des élans qui peuvent avoir du négatif pour nous. Voilà. Donc bah il y a plus qu'à mettre en place, les amis. Et puis, je Moi, vous